L'éditorial. Le fils de Baby Doc reçu à Washington, cela ne vaut pas plus qu'un QIP. Et pourtant, et si l'horizon politique s'était totalement retourné ces derniers temps, au point que, comme on le voit en Italie, où une Mussolini fait les grands titres de la presse politique, ou dans la République dominicaine voisine, un petit Trujillo, Washington aurait senti le besoin de remonter jusqu'à la dictature Duvalier dans sa quête d'une solution plus stable pour notre pays. Soudain, en effet, voici Nicolas Duvalier, en interview sur la radio gouvernementale américaine La Voix de l'Amérique et au centre d'une collection de photos qui le montre reçu ostensiblement par des hauts gradés de l'institution militaire des États-Unis. On aurait cru à un faux s'il n'y avait l'interview sur Voice of America. Que se passe-t-il? Fiston Duvalier avait 3 ans lorsqu'il a gagné l'exil le 7 février 1986 avec son père, feu Jean-Claude Duvalier, surnommé Baby Doc, mort à 64 ans le 4 octobre 2014. Après 29 ans d'un régime dictatorial, père et fils, qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et de disparus, et sous lequel, pour quelques 100 000 emplois créés dans la sous-traitance et une certaine reprise du tourisme, mais sans la création des infrastructures nécessaires pour en assurer l'avenir, le pays, hélas, connaîtra en même temps aussi les premières migrations massives par la mer, boat people, le gaspillage le plus massif de l'aide internationale, dont une partie atterrira sur les comptes en Suisse du dictateur et de sa famille, ainsi que l'épidémie du sida, qui achèvera de détruire l'image d'Haïti dans le monde. Cependant, après la chute de la dictature, le 7 février 1986, et une fois éteints les lampions de la fête, nos politiciens ont recommencé à s'entre-déchirer, et le pays de continuer à péricliter pour se retrouver aujourd'hui dans un état, il faut bien l'admettre, pire que sous la dictature, du moins sa deuxième version Baby Doc, 1971-1986. La dictature tirait sa force non seulement d'une machine de répression impitoyable, mais aussi dans une étatisation, ou plutôt duvalierisation de l'économie, prenant sous son contrôle exclusif tous les instruments régissant la production, le commerce, ainsi que le crédit bancaire. C'est le règne des entreprises d'État, dont les plus importantes ont été la cimenterie, vendue au pouvoir par son premier propriétaire, la famille Lambert de France-Martinique, la minoterie, farine de blé, tout comme l'électricité d'Haïti, la téléphonie, mais aussi la régie du tabac qui était la vache à lait par excellence, destinée à financer les réalisations du pouvoir, c'est-à-dire de la famille présidentielle. Donc, immense source de prébande et de corruption, autre force de la dictature macoute. Sans oublier l'ODVA, organisme de développement de la vallée de l'Artibonite, le grenier à riz, principale denrée alimentaire du pays, y compris les magasins de l'État, réglant le flux des importations. Et pour finir, la monopolisation du crédit bancaire aussi par le réseau des banques et institutions d'État. Les banques privées, Citibank, Banque Royale du Canada, Banque de Paris restant limitées aux affaires des entreprises de leur propre pays engagées dans la sous-traitance en Haïti. Il s'ensuit que la mainmise totale sur la machine économique a été, encore plus que la répression, la vraie force de la dictature Duvalier. Toutes les entreprises privées qui ont prospéré l'ont été de par leur collaboration avec le régime, voire leur soumission totale au système. Et partant, les milieux d'affaires n'avaient pas, en ce temps-là, la toute-puissance qu'on leur prête aujourd'hui sur la chose nationale, pas seulement au plan économique, mais aussi aujourd'hui politique. Or, les États-Unis sont les principaux responsables de ce changement, ayant combattu sans répit
la monopolisation du pouvoir économique par le régime Duvalier, et dès la chute de celui-ci, en 1986, en mettant le maximum de pression pour la liquidation des entreprises d'État, dont il ne reste aujourd'hui que l'EDH, Électricité d'Haïti, est déjà profondément atteinte. Cependant, le résultat aujourd'hui est là, à l'heure du bilan. La privatisation, que nos protecteurs occidentaux ont tant appelé de leur vœu, laissant même le sentiment que pour eux c'est ça la démocratie et rien de plus, la privatisation semble s'être tout simplement transformée en une autre forme de monopolisation, celle des grands importateurs. Ajoutez à cela, sans aucun intérêt pour la production locale. Justement, les rizières de l'Artibonite qui faisaient hier la force de l'économie locale, surtout après la disparition du café comme principal produit d'exportation aujourd'hui, font au contraire notre ruine. En effet, on lit dans un nouveau rapport du Fonds monétaire international mettant fin à une mission d'investigation de notre pays, je cite, « Le déficit du compte courant en cours devrait se maintenir à un niveau relativement élevé à environ 4% du PIB en raison des importations liées aux investissements et de l'augmentation des prix internationaux des produits pétroliers et des céréales, les deux principales importations du pays. » Fin de citation. Alors que la misère s'est généralisée ces dernières années, frappant aussi bien les classes moyennes que les masses, l'on voit la publicité pour les importations de riz et de poulet américains, entre autres, sur tous les murs de la ville. La privatisation a gagné, mais à sens unique, parce que les importations ont fait place nette en effaçant toute trace de production nationale. Conclusion, un pays ruiné parce que ne produisant plus rien et en même temps cousu de dettes parce que n'ayant pas les moyens de payer ce qu'il consomme. Et par conséquent, ce ne sont pas seulement les pratiques archaïques et même cannibales de la classe politique, mais aussi et surtout le déséquilibre au niveau des échanges et au profit de la seule catégorie des importateurs locaux et de leurs fournisseurs internationaux qui est la vraie cause de la crise sans précédent que nous traversons aujourd'hui et dont une autre caractéristique principale, c'est de réduire les acteurs locaux à une totale impuissance puisque n'ayant rien à gérer. Comme dit le créole, Tibaïk Maïa pas monter, li pas descendre. Aussi bien le pouvoir que, oui, aujourd'hui aussi l'opposition, et c'est la grande nouveauté, l'opposition apparemment aussi désarmée et sans recette que le pouvoir en place. Un pays partant à vendre au plus offrant, comme on l'a vu récemment à juste titre, avec la rivalité Chine-Taïwan exhibant leurs propositions réciproques. Qui dit mieux, que vaut Haïti aujourd'hui? Allez savoir. Sur ce surgit un certain François Nicolas Jean-Claude Duvalier II. Oui, c'est son vrai nom, car son père et surtout sa mère, la très remuante Michel Bennett Duvalier, l'avait déjà destiné au trône. Que vient chercher ce jeune homme privilégié sous tout rapport dans la catastrophe nationale que nous traversons? Washington ne fonctionne pas sans les sondages. Ceux-ci ont dû révéler qu'il existe un fort courant de nostalgie dans le pays, et pas chez les plus privilégiés, loin de là, que dans les classes populaires, qui, à cause de l'échec aussi des politiques, pouvoir et opposition confondus, en sont réduites justement à cela, la nostalgie, le rêve, outre que l'actuelle administration américaine du président Donald Trump cherche à implanter partout ses propres options idéologiques, plus proches donc du duvalierisme que le contraire, une sorte de national-populisme de droite. Fiston Duvalier n'est pas la solution, son interview sur La Voix de l'Amérique, même ayant été probablement préparée, s'avère un fiasco. Mais comme dit un slogan bien connu aux États-Unis à l'approche, entre autres, d'un ouragan majeur, soulignez bien ouragan, it's a test, it's only a test. Ce n'est qu'un test pour voir. Mais bien entendu, on ne sait jamais.